Tel Aviv, le 14 mai 1948. Un homme de petite taille avec des cheveux gris ébouriffés lit ici, devant une foule excitée, un document qui entrera dans l'histoire comme la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Oui, c'est ici et maintenant que les Juifs déclarent qu'après 2000 ans passés sous l'oppression, dispersés à travers le monde, ils auront à nouveau leur propre État. En Palestine, sur le territoire que, selon la Bible, Dieu leur a promis. C'est une histoire incroyable dans laquelle ce petit homme, David Ben Gourion, joue le rôle principal. C'est lui qui a travaillé pendant plus de 40 ans à la création de l'État. C'est lui qui a inlassablement encouragé son peuple sur le chemin sinueux qui a mené à sa création. C'est lui qui va maintenant le diriger en tant que Premier ministre. À ce moment-là, il ne sait pas encore tout ce qui va suivre. Déclarer un État, c'est une chose, mais le maintenir en est une autre. Cet homme était né en 1886 sous le nom de David Green, loin de la Palestine, dans la ville polonaise de Płońsk, près de Varsovie. La communauté juive y était forte, et ses parents n'étaient pas vraiment pauvres. Ils possédaient 2 maisons. David reçoit une éducation solide. Son grand-père va lui apprendre la langue de la Bible, l'hébreu, dès l'âge de 3 ans, ce qui n'est pas très courant, car tout le monde ici parle le yiddish, une langue qui ressemble beaucoup à l'allemand. Quand David a 10 ans, sa famille est frappée comme par la foudre par un écrit intitulé « L'État juif » du journaliste Theodor H. Il y a exprimé pour la première fois l'idée que les Juifs d'Europe, qui ont été confrontés à des pogroms et des vagues d'antisémitisme au cours des siècles passés, devraient en partir. Idéalement retourner en Palestine, d'où ils ont été expulsés par les Romains au 1er siècle de notre ère, mais on discute aussi d'autres possibilités comme l'Argentine, Chypre ou l'Ouganda. L'idée enthousiasme la famille Green et surtout le jeune David. Avec ses amis, ils fondent un club où ils ne parlent qu'hébreu entre eux, car selon eux, c'est ainsi qu'on devrait parler dans le nouvel État. Leur décision de quitter l'Europe est accélérée par une vague de pogroms en Europe de l'Est au début du XXe siècle, durant laquelle des milliers de personnes meurent à Odessa, Kiev, Chisinau et dans d'autres villes. Il n'y a plus de temps à perdre. En septembre 1906, un jeune homme de 19 ans, avec un soutien financier généreux de son père, débarque du bateau dans la terre promise en Palestine. L'euphorie initiale est vite remplacée par la désillusion. À cette époque, il n'y a qu'environ 50 000 Juifs vivant en Palestine, qui sont soit restés depuis les temps bibliques, soit arrivés au cours des années précédentes suite à l'appel de Theodor Herzl. Le territoire appartient à l'Empire ottoman depuis 500 ans, et la grande majorité de la population est composée d'Arabes palestiniens, qui tout à fait naturellement ne voient pas d'un bon œil les nouveaux arrivants. David Green passe plusieurs mois à travailler comme fermier locataire, récoltant des pommes ou des raisins, il a faim, finit par attraper le paludisme et le médecin lui dit que s'il reste en Palestine, il risque de ne pas survivre. Il est petit, a une constitution fragile et le travail manuel dur ainsi que le climat inhabituel ne lui conviennent pas. Mais il s'endurcit et continue. Il dit que si on veut vivre dans ce pays, on doit le cultiver de nos propres mains. Finalement, il trouve un emploi à Jérusalem dans l'un des premiers journaux juifs. Peu de gens parlent hébreu aussi bien que lui, il devient donc rédacteur et bientôt un activiste juif très vocal. Il veut aussi avoir un nom hébreu, alors il choisit son nouveau nom de famille en l'honneur du chef de la révolte contre les Romains au 1er siècle, Joseph Ben Gourion. Tout change avec la Première Guerre mondiale. Les Ottomans abandonnent leur politique conciliante envers les Juifs. David est déporté en Égypte et il s'enfuit ensuite à travers l'océan jusqu'à New York. Là-bas, il lance une campagne de recrutement pour le retour des Juifs en Palestine. Comme il s'avère rapidement, la plus grande prise sera une certaine Paula Moonweiss, une Juive américaine originaire de Minsk que David épousera. Ils auront ensemble un fils et 2 filles et elle restera à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie, même si lui sera presque inutile pour la vie de famille. Comme leurs enfants le diront plus tard, maman construisait la famille et papa l'État. Mais revenons à notre histoire. Avec la fin de la Première Guerre mondiale, la situation en Palestine change radicalement. Les Ottomans qui ont perdu la guerre cèdent le territoire à la Grande-Bretagne pour qu'elle en prenne le contrôle. Et elle, par le biais de la soi-disant déclaration Balfour, nommée d'après le ministre des Affaires étrangères Arthur Balfour, donne le feu vert à l'idée d'un État juif en Palestine. Alors qu'est-ce qui ne se passe pas? Des dizaines de milliers de Juifs commencent à arriver de l'Europe dévastée.
changeant progressivement le visage de la Palestine agricole et endormie. Ils achètent des terres aux Arabes, construisent de nouvelles villes, comme Tel Aviv qui pousse complètement sur un terrain vierge, et fondent des coopératives agricoles autosuffisantes, appelées kibbutz. C'est rapide et Ben Gourion aide à organiser tout ça. Il est super doué pour ça. Son talent pour le compromis lui est particulièrement utile. Parce que, comme on dit, quand 5 juifs se réunissent, ils ont 6 opinions sur tout. Ben Gourion dirige d'abord les syndicats juifs Histadrut à partir de 1920, puis en 1930, il fusionne plusieurs partis de gauche en un seul, appelé Mapai, qui devient le groupe juif le plus puissant du pays. En 1935, alors que ses cheveux commencent lentement à blanchir, il devient logiquement le président de l'Agence juive, qui est le gouvernement officieux des Juifs en Palestine britannique. À ce moment-là, il a déjà derrière lui près d'un demi-million d'immigrants juifs, ce qui représente presque la moitié de la population arabe locale. Il n'est donc pas surprenant qu'en 1936, un soulèvement arabe éclate lorsque les Palestiniens attaquent massivement les villes et colonies juives. Ben Gourion est modéré, il ordonne à la milice appelée Haganah de faire preuve de retenue. Mais le chaos règne sur tout le pays, une guerre civile menace d'éclater, et les Britanniques changent de cap de manière choquante. En mai 1939, le gouvernement britannique annonce une nouvelle politique, inscrite dans ce qu'on appelle le livre blanc, qui exclut de facto la création d'un État juif et limite radicalement l'immigration juive en Palestine à seulement 15 000 personnes par an. Juste pour le contexte, Adolf Hitler a déjà pleinement lancé sa politique antisémite folle à cette époque. La nuit de cristal a déjà eu lieu en Allemagne, un pogrom où des synagogues ont été pillées et incendiées, et la Tchécoslovaquie a déjà été occupée. C'est clair que beaucoup de juifs européens aimeraient maintenant fuir en Palestine, mais les portes sont fermées. Ben Gourion est confronté à un choix incroyablement difficile. Pendant la Seconde Guerre mondiale qui éclate, il ne peut pas se battre contre les Britanniques aux côtés du plus grand antisémite, Hitler. Et donc, il choisit à nouveau le compromis. Il fonde une brigade juive pour aider les Britanniques à combattre les nazis, tout en soutenant l'immigration illégale vers le pays. La situation devient complètement absurde après la fin de la guerre, alors que le monde entier est déjà au courant des horreurs de l'Holocauste. À cette époque, des bateaux arrivent sur les côtes palestiniennes, remplis à craquer de personnes qui, souvent par miracle, ont survécu à l'enfer des camps de concentration nazis, et les Britanniques refusent de les laisser entrer dans le pays. À la place, ils les enferment à nouveau derrière des barbelés dans des camps de réfugiés à Chypre. Même Ben Gourion finit par perdre patience. Pour une période limitée, il s'allie avec les groupes les plus radicaux de la résistance juive appelés Irgun et Lehi et approuve la lutte armée, y compris les méthodes terroristes. Le point culminant est l'attentat à la bombe contre le quartier général britannique à l'hôtel King David à Jérusalem, qui fait 91 morts. Pour les Britanniques, c'est déjà trop. Ils décident de quitter la Palestine le 15 mai 1948. Et c'est la nouvelle organisation des Nations Unies qui doit décider de ce qu'il adviendra ensuite. La commission de l'ONU propose donc une solution. Nous allons diviser la Palestine en 2 États, un État juif et un État arabe. Les frontières proposées sont certes bizarres, et l'État juif aurait selon elle une minorité arabe de 45%, mais Ben Gourion accepte quand même la proposition. Aux opposants, qui sont nombreux, il répète « Pour l'instant, on n'a rien et c'est mieux que rien ». Et en plus, ce n'est que le début, qui sait comment ça va continuer. En revanche, les Arabes rejettent toute revendication des Juifs sur la terre palestinienne et refusent le plan dans son ensemble. Le 29 novembre 1947, un vote a lieu à l'ONU. Les Juifs ont besoin des voix de 31 pays. Pour, toutes les grandes puissances, sauf la Grande-Bretagne, et bien sûr, tous les États arabes sont contre. Et puis vient le résultat. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. C'est un grand moment. En Palestine, ils célèbrent avec enthousiasme. Ben Gourion danse avec les autres la danse traditionnelle appelée Hora. Six mois plus tard, le 14 mai 1948, quelques heures avant que les Britanniques ne quittent définitivement la Palestine, David Ben Gourion lit la déclaration d'indépendance à Tel Aviv. בארץ ישראל
כאן העם היהודי בא עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. Finalement, le nouvel État s'appellera Israël, même s'il y avait des propositions pour les noms Judée ou Sion. Ce sera une république avec un mode de gouvernement démocratique, des élections libres et la liberté de religion. Les seules spécificités juives seront que le jour de repos sera le Shabbat, donc le samedi. Les institutions d'État devront préparer des plats kasher et les croyants orthodoxes ne seront pas obligés de faire le service militaire. Ben Gourion a 62 ans et le rêve de nombreuses générations de juifs semble être réalisé. Mais tout ça n'est encore que sur le papier. Israël devra se battre pour son existence. Dès le lendemain, la guerre commence avec tous ses voisins arabes. Ben Gourion, en tant que Premier ministre et ministre de la Défense, est responsable de la conduite des combats. Il n'a que 30 000 hommes et en face de lui se tiennent les armées régulières de cet État voisin. Pourtant, il y parvient. Grâce à des achats rapides d'armes lourdes et d'avions, notamment de Tchécoslovaquie, et à l'armement rapide d'autres hommes, ils parviennent à éviter la catastrophe. Un an plus tard, entre autres grâce aux énormes désaccords au sein de la coalition arabe, la guerre d'indépendance se termine. Non seulement Israël existe, mais il a un territoire 21% plus grand que ce qui était prévu dans le plan initial de l'ONU. Le revers de la médaille, c'est que 700 000 Palestiniens ont dû quitter leur foyer et commencer à vivre dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. Et c'est justement ce sentiment d'injustice historique du côté arabe qui mènera avec le temps à de nouvelles guerres israélo-arabes. Mais revenons à David Ben Gourion. Il sera Premier ministre d'Israël pendant 13 ans, avec une petite interruption. Pendant son mandat, il stabilise le pays et résout la crise économique des années 50 en acceptant les réparations de l'Allemagne de l'Ouest pour l'Holocauste. Ces négociations avec le chancelier allemand Adenauer, 7 ans après la fin de la guerre, provoquent une vague de protestations massives dans le pays, mais Ben Gourion tient bon. En 1956, il résiste aussi à ce qu'on appelle la crise de Suez, durant laquelle il tentera sans succès d'aider les Britanniques et les Français à prendre le contrôle du canal de Suez en Égypte. Et c'est aussi lui qui, en 1960, enverra un commando israélien en Argentine pour kidnapper Adolf Eichmann, l'organisateur nazi de l'Holocauste. Son exécution 2 ans plus tard deviendra la seule exécution dans l'histoire de l'État d'Israël. Ben Gourion lui-même démissionne volontairement de son poste de Premier ministre en 1963. Il aura 77 ans et, sur le tard, il déménagera avec sa femme Paula dans un kibboutz dans le désert du Negev, au sud d'Israël. Il dira « C'est ici que se trouve notre avenir, parce qu'ici, on ne prend la place de personne ». La vie dans un simple bungalow et le travail au champ le ramènent comme 60 ans en arrière, quand il a pris la plus grande décision de sa vie. Quitter sa maison pour en trouver, construire et défendre une nouvelle maison, pour lui-même et pour son peuple qui rêvait de quelque chose pareil pendant 2000 ans.